Alors qu'un arrêté interdit le commerce ambulant des enfants de moins de 14 ans depuis quelques années, ce que l'on observe est précisément cette période de vacances est totalement contraire à cette prescription. Aussitôt l'école arrêtée, les uniformes scolaires et les cahiers sont troqués contre des tenues simples, les plateaux sur les têtes et les sachets à main. Des adolescents à la petite enfance, ils prennent d'assaut les rues de nos villes, les points de péage sur les axes routiers, les gares voyageurs, remplissant la chaussée qu'ils parcourent d'un bout à l'autre, circulant entre les véhicules en proposant qui des oranges, des arachides, du maïs, des safous et du plantain braisé. Ils sont commissionnaires de leurs parents qui prétextent les associer aux préparatifs de leur prochaine rentrée scolaire parce que, arguent-ils pour alibi, ils n'ont pas les moyens conséquents. La vie est dure, ils sont obligés de mêler leurs enfants à la recherche de l'argent. Ces enfants supposés être en repos après 9 mois de classe n'ont finalement pas le temps de dormir convenablement. Ils se lèvent tôt pour prendre position sur la chaussée et se couchent tard pour certains qui doivent encore apprêter les produits de vente du lendemain. La petite enfance, particulièrement indexée ici, joue ces mêmes rôles que les plus grands, elle qui devrait en être écartée. Pourquoi ces enfants qui déambulent dans les rues et ces autres lieux choisis voguent à contre-courant de ceux des familles nantis, plutôt inscrits dans des clubs, des ateliers de vacances pour des jeux éducatifs et autres loisirs? Pourquoi, disais-je, paieraient-ils le prix de la condition de leurs parents? Pourquoi les pouvoirs publics et tous ceux qui œuvrent pour le bien-être des enfants regardent comme impuissant cet état de choses? Où sont passées les colonies de vacances jadis organisées pour cela? Ces mineurs sont jetés en pâture. La petite enfance associée à ce commerce court de grands risques en se frottant à des clients qui se recrutent dans un fourre-tout. Les enfants sont ainsi confrontés à des inconnus, des fumeurs, des alcooliques et d'autres personnes véreuses et perverses qui les entraîneraient dans leur univers. Des risques et d'autres maux qui les détourneraient et entraveraient leur éducation, leur cursus scolaire et leur avenir au-delà de l'arnaque dont ils sont parfois victimes. Faux billets d'argent reçus, remboursements disproportionnés, marchandises volées, etc. Ils n'ont pas la maturité requise pour ces jobs qui les exposent également aux intempéries, aux accidents de la circulation, aux enlèvements, aux maladies et à tout finalement. Eux qui courent le long de la chaussée, des axes routiers, le long des rails, dans l'espoir de convaincre pour placer un produit, qui répond à la fin de cette indélicatesse que nous regardons tous sans s'offusquer, attendons-nous la mort ou l'enlèvement d'un enfant à ces endroits cités pour prendre des mesures? Il faut agir maintenant. Nous avons dans ce studio Dr Enoga Laurent-François, entrepreneur et éducateur de jeunesse. Nous vous disons, monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Bouznou, c'est un plaisir d'échanger sur cette thématique. Vous venez d'écouter notre chronique. Quel est votre aperçu, quel est votre mot à ce sujet? Le tableau semble noir, il semble noir et il est très offusquant. Vous savez pourquoi il est offusquant? Parce qu'en fait, au Cameroun, nous avons 2 ministères de tutelle qui sont concernés par cette question du travail des enfants. Et là, il faut dire le ministère des Affaires sociales et le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et donc, ces ministères encadrent ce qu'on appelle la politique de sauvegarde et de protection de l'enfant. Et donc là, nous sommes devant un tableau qui, en fait, nous met devant cette réalité que les enfants, disons, vous avez dit la petite enfance dans la chronique, et ensuite ceux qui sont aussi majeurs pour certains, mais généralement on constate, et ça c'est le Bureau international du travail, que souvent l'âge varie de 5 à 17 ans. Et donc de 5 à 17 ans, on se rend compte que ce sont des enfants qui vivent dans ce qu'on appelle la situation de vulnérabilité. Et d'autres sont en incapacité, dont la condition peut-être de précarité pour certains dans des familles, mais de l'autre côté, est-ce qu'en réalité, nous devons encourager les enfants à être dans la rue? La question en réalité, c'est est-ce que la vulnérabilité doit nécessairement permettre à ce que nous laissons ces enfants-là comme ça? Alors, je voudrais signaler que nous avons approché ceux du ministère des Affaires sociales qui ont décliné notre invitation. Bien heureusement, vous êtes là, vous défendez la cause de surtout cette petite enfance
Quel est le regard que vous jetez sur cette activité que mènent ces enfants? En fait, la question déjà du commerce des enfants, le commerce ambulant, nous savons d'abord que cela s'inscrit dans une grande thématique de l'implication dans les activités commerciales du secteur informel. Et cela est d'abord à dénoncer. Et ensuite, deuxièmement, le cas des enfants, la petite enfance. Les enfants, en réalité, doivent être protégés et en même temps, leurs droits doivent être sauvegardés. Et là, ici, nous voyons dans ce tableau de la chronique le cas des enfants qui, normalement, sont censés se reposer quand ils ont fini une année scolaire. Ils ont le droit de se reposer. Ils ont le droit aux loisirs. La question des loisirs est fondamentale pendant les vacances et aussi la question de l'éducation de l'enfant. Vous savez, l'Organisation internationale de la francophonie, dans les années 2007 à 2013, il y a eu un phénomène d'incitation pour la formation en éducation financière des enfants, l'éducation financière des jeunes. Mais est-ce que pour cela, les parents doivent mettre les enfants sur la rue pour effectivement s'impliquer dans des activités génératrices de revenus? Mais que non. Cela remet véritablement en cause déjà les droits civils des enfants. Et là, vous voyez la question... Ils sont bafoués. Ils sont bafoués, ils sont violés parce qu'il y a eu des cas de dénonciation. Nous sommes sur le terrain, nous voyons, nous écoutons parfois les médias, la radio et on voit des annonces des enfants qui sont kidnappés. Et quand ils sont kidnappés, on les recherche, on ne sait pas. Quand vous posez la question aux parents, qu'est-ce que l'enfant faisait comme dernière activité? Le parent même a honte de vous dire que mon enfant, en fait, vous comprenez donc que Madame Bousnou, il y a un sérieux problème. L'éducation et la pratique de laisser les enfants dans la rue, ce sont des choses à dénoncer et les familles doivent véritablement prendre d'abord leurs responsabilités. La première responsabilité, la semaine dernière, nous avons vu un enfant, justement, il avait à peine 11 ans dans un garage. Nous avons posé la question, qu'est-ce que cet enfant fait à ce moment? On dit, il commence à 7h30 et il finit à 18h. Mais je leur ai dit, mais même en droit de l'apprentissage, il n'est pas autorisé pour un enfant qui a moins de 14 ans de commencer à s'impliquer dans ces genres d'activités. Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Pas cette maturité physique, maturité émotionnelle, maturité technique, et on le laisse carrément en pâture. Et parfois, les maîtres, ceux qui les encadrent, eux-mêmes ne maîtrisent pas en fait les droits des enfants. Donc aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il faut rapidement que les familles se réveillent. Les enfants sont exposés, dans la chronique, on a suivi à toute forme de vandalisme, à toute forme de drogue, de stupéfiants, et parfois on dérobe leurs marchandises, on dérobe même l'argent qu'ils ont reçu après avoir vendu. Mais vous allez me dire, quand il va rentrer à la maison, vous savez ce qui attend cet enfant? Il sera bastonné copieusement. Et d'autres, justement, ils sont, quand on finit les bastonner, on les jette encore dans la rue. Il va faire 2-3 jours, il va dormir dans des véhicules. Cet enfant est exposé. Et si c'est une jeune fille, ce sont les cas de viol. Donc, en réalité, la question ici concerne le ministère des Affaires sociales, principalement sur la question de la politique de protection et de sauvegarde des droits de l'enfant. Et là, il ne s'agit pas d'une faculté, c'est une obligation sociétale et tout le monde doit s'impliquer pour ne pas permettre à ce que ce phénomène qui gangrène déjà nos sociétés continue à s'amplifier et s'intensifier. Sinon, à la prochaine rentrée, ces enfants risquent, même s'ils ne sont peut-être pas impliqués, mais ces enfants vont perdre carrément les notions. Alors vous, en tant qu'éducateur de jeunesse, qu'est-ce que vous préconisez? Nous avons notamment pensé aux colonies de vacances. Il y a plusieurs façons certainement de les occuper. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, vous savez, aujourd'hui, dans nos familles et même dans nos sociétés, la plupart des écoles sont ouvertes pendant les vacances. Des cours ont déjà commencé, des cours véritablement, pour certains, de remise à niveau et d'autres, des cours d'accompagnement périscolaire qui permettent justement d'amener des enfants aussi vers une éducation complémentaire. Il faudrait que les parents s'engagent à ça. Deuxième proposition, il faut nécessairement une sensibilisation de masse au niveau des parents. Vous savez, il y a certains parents qui disent qu'ils sont des adultes à risque, parce qu'ils sont en situation de précarité, n'étant pas capables de s'occuper de ces enfants et eux-mêmes aussi ont des difficultés à joindre les deux bouts. C'est pour ça qu'ils laissent des enfants. Donc, il faudrait des actions aussi au niveau social qui vont permettre à ce que, essayons de voir dans quelle mesure revaloriser le statut surtout des femmes, parce que ce sont des femmes mères qui ont plus de responsabilités vis-à-vis de ces enfants. Mais lorsqu'elles-mêmes sont des femmes quasi dépendantes, ça crée véritablement beaucoup de problèmes. Mais docteur Enoga, on vous retorquerait que tout ça demande également de l'argent. De faire les cours de soutien ou les cours de vacances, ça porte tous ces noms-là, ça coûte un prix. Mais c'est le droit à l'éducation.
Alors, le droit à l'éducation ne peut pas se faire sans des dépenses. Ce n'est pas possible du tout. Ça coûte combien? Vous avez des coûts de soutien scolaire qui coûtent 3 000 francs le mois. Un parent ne va pas dire que, supposons, même si votre enfant doit s'impliquer dans d'autres activités génératrices de revenus, si vous lui donnez 3 heures par jour, est-ce que c'est mauvais? 3 heures au moins, ça permet à l'enfant d'être dans l'observation entrepreneuriale. Oui. Il peut aller s'impliquer pendant 3 heures et ensuite il fait ses cours complémentaires. La question des colonies de vacances, déjà, elle a toute sa place parce que l'éducation à la citoyenneté active, on forme les enfants dessus. Et à partir de là, les enfants s'approprient des valeurs républicaines et à partir de ces valeurs, ces enfants seront capables eux-mêmes aussi de s'impliquer pour défendre leurs droits. Il y a le cas des sapeurs-pompiers qui lancent des recrutements massifs. Pourquoi les parents n'envoient pas leurs enfants pour 2 semaines, 1 mois au niveau des sapeurs-pompiers à prendre les cours de secourisme? Cela est vital pour notre société. Autre chose aussi, au niveau du ministère de l'Emploi et la formation professionnelle, du Fonds national de l'emploi, il y a des stages qui sont aussi proposés. Donc, les parents ne peuvent pas dire qu'au lieu de rechercher des stages de vacances pour les enfants, il faut nécessairement les envoyer dans la rue. C'est une exposition de plus en plus au phénomène de kidnapping. Et après, quand l'enfant sera kidnappé, le parent fera comment? On a posé la question, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait mort d'homme, kidnapping pour qu'on réagisse? Vous l'avez peut-être déjà dit, nous allons sortir par là, docteur Enoga. Un conseil au pouvoir public, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire précisément? S'il est vrai que les parents également sont à sensibiliser. Il faut amplifier la communication sur la sauvegarde, la protection des droits de l'enfant. C'est important que dans toutes nos familles, qu'on le sache absolument. Deuxième chose qu'il faut faire, toujours au niveau des pouvoirs publics, c'est véritablement de maximiser sur la politique d'accompagnement, de promotion de l'entrepreneuriat féminin, parce que si les femmes sont prises en charge, sont accompagnées, renforcées et appuyées dans leurs initiatives, elles prendront plus leurs responsabilités de protéger les droits de leurs enfants. Autre chose aussi au niveau des familles, la question de l'éducation. Nous avons besoin que les agents de sensibilisation de proximité du ministère des Affaires sociales, y compris les ONG, les associations qui travaillent sur la protection des droits des enfants et la sauvegarde des adultes à risque, s'impliquent massivement dans ce champ de bataille qui nous concerne tous. Et on ne va pas oublier la communauté éducative. Les responsables d'établissements scolaires doivent faire aussi le marketing social auprès des familles pour faciliter la reprise des cours pour des enfants, même si c'est 1 fois ou 2 fois par semaine, mais à des coûts aussi modérés pour que les parents puissent laisser leurs enfants s'impliquer massivement. N'oublions pas le rôle du ministère du Tourisme et des Loisirs sur la question des colonies de vacances pour que les parents n'aient pas véritablement à s'ennuyer. En tout cas, ce phénomène s'amplifie considérablement et précisément en période de vacances. Il est vraiment temps d'agir. Nous espérons que votre message est passé. Docteur Enoga Laurent-François, vous êtes entrepreneur, éducateur de jeunesse. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Bousnou, c'était un plaisir. Nous disons également merci à notre jeune stagiaire JRI de l'IFCPA, Blanche Ndiana Mboa, pour sa collaboration à cette édition. Merci.